Bonjour à tous et bienvenue au Transition Forum, Forum européen de la transition écologique. Le Transition Forum est le meilleur témoin de la mission que porte la Tribune aujourd'hui, celle de vous informer et de vous rassembler pour créer de l'impact dans nos territoires, celle de vous informer sur les grands enjeux de la transition écologique et celle de la transformation de nos entreprises. Et vous êtes aujourd'hui plus de 3 millions à nous suivre et à nous écouter sur latribune.fr et à nous convaincre de poursuivre cette mission qu'est la nôtre, puisque la Tribune affiche la meilleure progression d'audience sur le segment de l'information économique sur ce premier semestre 2022. Bien sûr, celle de vous rassembler pour créer de l'impact dans nos territoires. Et je remercie Christian Estrosi, maire de la ville de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, président délégué de la région Sud, Lionel Lemeau, président d'Aqua Asset Management et de l'association Transition Forum, Renaud Miselier, président de la région Sud, et bien sûr tous nos partenaires pour avoir permis l'organisation de ce forum qui doit créer de l'impact dans nos territoires. Alors nous avons précisément 15 heures pour partager nos idées, décider et accélérer. Bon Transition Forum à tous. Merci Tatiana pour cette introduction. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de vous retrouver pour cette 5e édition du Transition Forum. Très content aussi de retrouver nos partenaires, la Tribune, la métropole de Nice. Et je remercie Tatiana, Jean-Christophe, Christian Estrosi pour cet accueil. 5e édition, quand j'ai créé ce forum il y a maintenant 5 ans, je ne m'attendais pas forcément à ce que 5 ans plus tard, on ait autant d'invités, qu'on ait autant d'invités aussi de personnes qui nous regardent sur le web. L'année dernière, je crois que c'était 240 000 qui regardaient en webcast, en live. Je ne m'attendais pas aussi à ce qu'on puisse avoir deux ministres, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui vont clôturer chacun de ces 2 jours. Et donc, c'est déjà une forme de satisfaction d'avoir fédéré toutes ces énergies. Alors, c'est bien. En même temps, durant ces 5 ans, on a fait des choses au sein de ce Transition Forum. Nous-mêmes, au sein de la société que je dirige, Aqua Asset Management, on a pris notre part. On a fait croître nos effectifs de 2 à 12 personnes en 5 ans. On a fait croître surtout les effectifs des sociétés dans lesquelles on a investi de moins de 100 personnes à 400 personnes. Et on a déployé plus de 200 millions d'euros sur ces sujets de la transition écologique dans les 5 dernières années. Et l'année dernière, on a même introduit en bourse notre fonds phare, Transition Evergreen. Donc, premier fonds 100% dédié à la transition écologique a été introduit en bourse. Et pour ceux qui connaissent mes affinités footballistiques, ça fait de nous à jamais les premiers. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. En même temps, durant ce laps de temps, on a également été en mesure de faire émerger des projets lors de ce forum. Alors si je regarde juste ce qu'on a pu faire, des sociétés comme Safra, que vous aurez l'occasion de voir pendant ces 2 jours, qui est le leader français des bus hydrogène, c'est la rencontre de la 2e édition. Des sujets d'autoconsommation solaire collective, c'est la rencontre de la 3e édition avec Everwatt. Et donc ça, c'est un peu les premiers enfants du Transition Forum. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, peut-être non reconnus. Mais finalement, au-delà de ces réalisations, on s'est demandé en octobre dernier, au sein de l'association Transition Forum, quel thème on doit donner, puisqu'il faut éditorialiser un peu ces événements, quel thème on peut et on doit donner pour cette 5e édition. Et il nous est apparu très, très vite au-delà du plaisir de se retrouver tous ensemble à Nice en septembre, c'est un peu l'été indien, c'est une saison qui n'existe pas qu'au nord de l'Amérique, et donc au-delà du plaisir de se retrouver, il y avait cette nécessité pour nous de parler d'accélération, puisqu'on parle beaucoup d'objectifs 2030-2050, mais en fait 2030-2050 c'est loin. C'est loin, on le pensait déjà en octobre-novembre, mais c'était le choix de notre thème, et c'est vrai que l'actualité nous a rattrapés. On voit aujourd'hui que finalement le sujet c'est plus 2030 ou 2050, c'est l'hiver prochain. C'est la crise gazière, la crise énergétique. Et donc cette urgence, je dirais que l'actualité a rattrapé notre thème. On s'en félicite pas vraiment parce qu'il y a quand même des événements tout à fait surprenants. Mais je dirais que c'est un thème important. Nous, au sein de mes équipes chez Aqua Asset Management, on pense que ce qui s'est passé durant ces 6 derniers mois, c'est un point d'inflexion majeur. Les décideurs publics, les décideurs privés
vont revoir leur rapport à l'énergie. Ça paraît assez indiscutable, à la fois parce que les prix sont élevés, mais surtout parce qu'ils sont devenus très volatiles, ce qui n'était pas le cas. On sort de 5 à 6 ans de prix très peu volatiles. Et cette volatilité, elle perturbe les comportements et elle va induire, on le pense, des changements. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, Al Gore, qui était prix Nobel de la paix en 2007 pour ses actions pionnières en faveur du climat, disait récemment dans le rapport annuel de sa société d'investissement Génération Investment Management que la guerre en Ukraine avait toutes les chances d'accélérer durablement la transition climatique. Alors, c'est sans doute vrai, ce n'est pas uniquement parce que Al Gore le dit, mais disons que c'est des gens qui ont travaillé sur le sujet et qui en tout cas correspondent un peu à la vision qu'on porte. C'est une société qui a été fondée à la fois par Al Gore et par une personne qui s'appelle Mark Ferguson. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais c'est en fait le fils de Sir Alex Ferguson, le génialissime entraîneur de Manchester United. Et on se dit que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, et si le fils est capable de porter la même vision et l'adhésion sur un projet, je pense que les choses se passeront bien. Alors, cette accélération, avant tout, c'est un fléchage des capitaux. On va en parler pendant ces 2 jours. Ce fléchage des capitaux, il est important, il est urgent, mais c'est aussi le fléchage des moyens humains. Les moyens humains, je crois que tous et toutes, vous avez pu le lire dans les dernières semaines, derniers mois, cette recherche de sens, à la fois d'étudiants, de jeunes salariés, mais aussi de salariés plus confirmés, qui expriment la volonté de travailler dans des entreprises qui dédient leur objet à la transition écologique. Alors, nous-mêmes, au sein d'Aquasset Management, on est devenu entreprise à mission en juin de cette année, et donc on est tout à fait conscient de cette recherche de sens, même s'il faut bien l'entendre de 2 façons différentes, parce que le sens, c'est la signification, c'est quel est le sens à mes actions, mais aussi la direction. Dans quel sens je vais? Est-ce que c'est le bon sens? Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Et donc cette direction, pour nous, vous l'avez compris, au Transition Forum, elle est sans ambiguïté. Cette direction, c'est l'accélération forte. Peut-être que vous avez vu quelques chiffres. En 2020, c'est 500 milliards investis dans le monde sur les sujets de la transition écologique. 2022, près de 1000 milliards. On attend 2000 milliards, enfin on attend et on a besoin de 2000 milliards en 2025 et 4000 milliards en 2030. En 2030, c'est un peu loin, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces chiffres peuvent paraître presque effrayants. Et d'ailleurs, je peux entendre des voix qui vont dire que cette transition écologique est très coûteuse. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, je vous rappelle ce que disait Pascal Canfin. En fait, le vrai coût, c'est de ne pas décarboner l'économie. Moi, en tant qu'entrepreneur, je trouve toujours que le coût de ne pas faire est toujours supérieur au coût de faire. Et donc ces chiffres, ils ne doivent pas nous effrayer, ils doivent nous stimuler, ils doivent nous inspirer. Un chancelier allemand des années 70, Helmut Schmidt, disait « Ceux qui ont des visions doivent aller voir un médecin ». Alors c'est une boutade un peu amusante qui traduit un peu ce légendaire pragmatisme allemand, souvent très efficient et un peu pris à revers par la crise gazière récemment. Mais je n'y adhère pas totalement, puisque moi je pense au contraire qu'il faut porter une vision. Il faut porter une vision parce que cette vision, elle permet d'incarner un projet, elle permet aussi de susciter l'adhésion et d'entraîner les gens derrière. Et donc, la vision, évidemment, qu'on porte au sein du forum, au sein de mes équipes Aquasset Management, c'est évidemment cette accélération de la transition écologique, de la décarbonation de nos économies. C'est la vision qu'on porte. C'est pour cela qu'on a créé ce forum. C'est pour cela que cette 5e édition va être suivie de nombreuses éditions. C'est pour cela que vous allez revenir tous les ans. C'est pour cela que vous allez investir et faire investir des sommes considérables pour accélérer cette transition écologique. C'est pour cela que je suis là devant vous aujourd'hui. C'est pour cela que vous êtes là à Nice aujourd'hui. Et Bruno Le Maire concluait l'année dernière en disant qu'il fallait être ambitieux, exigeant, audacieux, et je rajouterais, et en plus, il faut accélérer. Je vous souhaite de très bonnes journées de Transition Forum et je vais donner la parole à Christian Estrosi. Merci. Bien, mesdames et messieurs, l'année dernière, nous nous retrouvions ici pour poser les bases de ce rendez-vous qui désormais est incontournable autour des enjeux de la transition écologique. Et je veux remercier naturellement nos partenaires, Lionel Lemot qui vient de s'exprimer avec cette vision
Merci, cher Lionel, de parler de vision. Ici, nous sommes sur un territoire, je veux le rappeler, où, avec les vice-présidents de la métropole qui m'entourent ce matin, avec les adjoints de la ville qui m'entourent ce matin, notre règle est de ne jamais répondre à l'immédiateté aux commentaires du petit matin. Mais parce que nous sommes une collectivité, nous sommes des acteurs et non pas des commentateurs. L'intérêt aujourd'hui de l'administration d'un territoire, c'est justement de regarder à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à partir de toutes celles et tous ceux qui, parmi les experts si nombreux en cette seconde année, cette seconde édition, les scientifiques, les industriels, personnalités politiques, et nous aurons la visite de 2 des ministres qui comptent le plus sur ces sujets au cours de ces 2 journées, de même que je remercie les personnalités étrangères qui s'inscrivent en partenariat avec nous et qui ont les mêmes soucis que nous sur l'avenir de la planète, c'est d'être dans la vision et non pas dans la petite gesticulation des uns et des autres. C'est d'ailleurs curieux. Et il y a 5 ans, alors que chacun agissait de son côté, nous en parlions ce matin, et que déjà il y avait de grandes consciences qui commençaient à se mouvoir, mais où les chiffres qui nous étaient annoncés n'étaient pas forcément ceux qui sont aujourd'hui, on entendait peu d'agitation. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait des événements comme le nôtre, qui se saisissent à bras-le-corps des enjeux à 50, voire 100 ans, pour qu'il y ait une espèce de radicalité qui se mette en route ici et là, tout simplement parce que nous avons décidé d'agir ensemble, à partir, non pas de ce qui nous vient à l'esprit, mais de données d'experts, et sur de la croissance et pas de la décroissance. Et vous avez raison de dire que pas peu importe les coûts, mais même si les coûts sont considérables, ils sont aussi producteurs d'économie, de création d'emplois. Nous sommes dans une phase où, sur moins de 5 ans, il y a près de 10% des métiers qui sont pratiqués aujourd'hui qui vont disparaître, et que notre devoir est de former en accéléré des emplois qualifiés qui vont répondre aux besoins nouveaux de nouveaux métiers. Alors en 2021, je vous avais listé les phénomènes climatiques de l'été qui venaient de s'achever, avec son lot de méga incendies, de canicules et de tempêtes. Alors cette année, je vous épargnerai la liste des calamités que bien des régions ont dû affronter au cours de l'été, ce que nous considérions il y a 20 ans comme des records par rapport au climat moyen du siècle dernier, sont tout simplement la nouvelle norme. Et ce qui doit nous préoccuper au-dessus de tout, c'est bien notre trop grande vulnérabilité vis-à-vis de ces changements. L'explosion démographique au cours du XXe siècle nous a contraints à investir presque tous les territoires de la planète, y compris des zones hostiles et plus exposées. Nous nous sommes donc nous-mêmes exposés à davantage de risques. L'urbanisation débridée a conduit à construire des villes en quelques années dans des zones exposées. Une inondation qui se produirait exactement au même endroit qu'il y a 100 ans, avec la même force, causerait 100 fois moins de victimes qu'aujourd'hui. Des bâtiments ont été rédigés frénétiquement avec des matériaux bas de gamme, sans isolation thermique et donc sans confort. Nous sommes dans l'époque du tout jetable, où tout doit être disponible le plus vite possible, peu importe les conséquences, alors que toutes nos ressources et tous nos déchets peuvent être valorisés, recyclés, utilisés au sein d'un vaste écosystème vertueux. Comme tout au long de notre histoire humaine, la clé se trouve encore dans notre intelligence et notre capacité d'adaptation exceptionnelle. Nous avons connu des périodes de grands bouleversements depuis des centaines de millions d'années et milliers d'années. À chaque fois, nous avons redoublé d'ingéniosité. Je vous prendrai, en ce qui nous concerne,
le site archéologique de Terra Mata et dans la grotte du Lazaret à Nice, on a pu retracer l'évolution environnementale de notre territoire. Il y a 100 000 ans, le climat était plus chaud qu'aujourd'hui, la mer était en moyenne à 20 degrés sur l'année, c'est-à-dire à peu près 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, et l'homme méditerranéen vivait en compagnie des hippopotames que l'on rencontre aujourd'hui dans les régions intertropicales d'Afrique. Et 70 000 ans plus tard, il se déplaçait jusque dans la grotte Cosquer, dont, avec Renaud Muselier, nous avons fait la reconstitution sous la Villa Méditerranée sur le port de Marseille, et côtoyer la faune boréale au bord d'une mer à 6 degrés et 120 mètres plus basse que le niveau actuel. Il n'est pas question pour moi de relativiser les crises que nous traversons et celles qui vont venir, mais plutôt d'avoir conscience de ce que nous sommes collectivement en capacité de faire. Je veux donc, avec vous, ouvrir ce forum transition sous le signe des solutions plutôt que de la résignation. L'anxiété ne libère pas les initiatives, elle paralyse. Il faut au contraire parler des solutions et donner de l'espoir. Le rôle d'un homme public, c'est toujours anticiper pour mieux protéger. Et c'est comme cela que j'ai toujours conçu l'action publique. Et c'est pour cela que nous avons su anticiper les choses, ici chez nous, dès que nous avons eu connaissance des perspectives climatiques. Pendant plusieurs décennies, le discours sur le climat était difficile à appréhender par l'opinion. Les choix que nous avons faits ont parfois été impopulaires, et ils continuent de l'être d'ailleurs. Mais nous avons tenu bon et suivi les indicateurs dont nous disposions pour préparer l'avenir. Des projets comme notre coulée verte en centre-ville sur 12 hectares, bâti à la place de vieux équipements hideux et obsolètes, n'étaient pas une évidence. Mais aujourd'hui, ceux qui protestaient ne nous demanderont plus jamais de revenir en arrière. En créant une métropole allant de la mer jusqu'à 3200 mètres d'altitude sur les cimes du Mercantour, à partir de nos bassins versants, nous avons fait en sorte de prendre un temps d'avance. On nous a reproché ce choix en nous demandant pourquoi nous ne nous contentions pas de la bande littorale urbanisée où se concentre la majorité de la population et des activités. Mais aujourd'hui, qui remettrait en cause cela ? Avec la montagne, disposons de la totalité du cycle de l'eau. Nous garantissons l'alimentation en eau potable même en période de grande sécheresse. Nous puisons la force hydraulique. Nous créons des boucles géothermales à partir des nappes pour chauffer et rafraîchir nos bâtiments. Et avec la mer, nous allons puiser les énergies marines et accueillir les transports de marchandises décarbonés de demain. Alors je ne suis pas un écologiste de la décroissance, chacun l'aura compris. Je crois en la recherche, je crois en l'investissement et dans le progrès. Il est impératif de développer les nouveaux process industriels décarbonés qui généreront des millions de nouveaux emplois qualifiés. Mais comment accélérer tant que l'Europe n'investira que 20 milliards d'euros par an dans la recherche et l'innovation, alors que les États-Unis y consacrent 200 milliards. Je crois aussi qu'il ne faut pas réduire le débat actuel à la question de la sobriété énergétique, même si elle est essentielle. Pour l'avenir, il faut bien sûr consommer mieux, mais surtout garantir notre autonomie. Très tôt, la France avait emprunté le bon chemin. Comment avons-nous pu perdre cet avantage sur les autres aussi rapidement? C'est en diversifiant les solutions, en les additionnant et naturellement en se souvenant que nous avons été des pionniers avec le général de Gaulle et le président Pompidou, voire Valéry Giscard d'Estaing, qui avaient été visionnaires en assurant notre indépendance énergétique nationale grâce au programme nucléaire civil. Ils ont fait en sorte de garantir notre souveraineté et la maîtrise du coût de l'énergie. Je n'ai jamais partagé la vision des Allemands qui ont succombé aux pressions des lobbies verts et ont imposé aux pays européens une tarification basée sur le prix du gaz russe.
eh bien nous y sommes aujourd'hui. Nous en payons les conséquences. Je crois qu'il nous faut regagner dans ce domaine, comme dans d'autres secteurs stratégiques, notre autonomie et notre souveraineté. Nous ne devons plus être otages, mais trouver les moyens pour reconquérir cette indépendance, tout en nous montrant exemplaires en matière d'environnement. Je pense aussi à l'énergie hydroélectrique, la première source d'énergie renouvelable en France, qui peut être stockée, contrairement au solaire et à l'éolien, mais dans laquelle nous avons cessé d'investir. Ne sachant pas de quoi seront faites les prochaines décennies, les débats à venir durant ces 2 jours sont là pour nous éclairer sur les chemins les plus pertinents à emprunter. À titre personnel, je considère qu'aucune énergie n'est la solution unique. Et donc, c'est en les diversifiant, en les additionnant, que nous offrirons la meilleure garantie, tout en mettant en œuvre des normes de construction exemplaires pour que cette production vertueuse permette aussi de baisser nos consommations. Tous ces investissements, naturellement, ont un coût. Il nous faut réfléchir aux sources de financement nouvelles. L'épargne des Français est montée, nous l'avons vu au cours de ces 3 dernières années, à un niveau très important. Et je ne cesse de dire, depuis plus de 10 ans maintenant, où pendant la grande crise industrielle, j'exerçais les responsabilités de ministre de l'Industrie, que je croyais profondément à une offre d'épargne nouvelle qui finance l'innovation avec un taux supérieur à tous les autres livrets qui ne sont pas profitables à notre économie, sachant que la plupart de ceux qui font des placements sur des livrets d'assurance vie, en réalité, ne font que financer des fonds de pension américains. Et donc c'est ensemble, en donnant à nos entreprises et nos concitoyens les moyens d'agir plutôt qu'en imposant de nouvelles taxes et normes, que nous réussirons la transition. Pour accroître notre capacité à relever ces défis historiques, il me paraît vain, voire dangereux, d'imaginer emporter la plus large adhésion par la radicalité des projets et des postures. Et donc je compte pendant ces quelques heures d'aujourd'hui et de demain, sur les débats auxquels vous allez participer durant ces 2 jours, pour imaginer ensemble ce futur désirable grâce à l'intelligence humaine, aux forces de l'innovation et naturellement de la créativité.